Gilani Djelalil, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Wilby Group. Vous êtes déjà venu sur Xerfi Canal, c'était il y a quelques mois à l'occasion de la sortie de votre ouvrage sur la transformation digitale. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que cette transformation digitale est aujourd'hui bel et bien amorcée ? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la situation est très contrastée selon les secteurs d'activité et les entreprises, avec des différences notables dans la maturité à concevoir une stratégie digitale et à la déployer. Toutefois, la majorité des dirigeants a compris les opportunités qu'offre la digitalisation. De nouveaux espaces de développement, une relation augmentée avec le client, des organisations connectées et plus véloces, et des opérations qui gagnent en efficacité. Mais on peut supposer que peu d'acteurs cochent toutes les cases, comme on dit. Bien sûr, et c'est la loi du genre. Mais les progrès sont là, notamment sur le parcours client et sur les opérations avec bientôt l'industrie 4.0. Il faut d'ailleurs analyser ce concept d'industrie 4.0 comme la volonté de l'industrie allemande de défendre son leadership et son organisation industrielle face aux géants du digital. En revanche, les ruptures dans les modèles d'affaires sont plus lentes à émerger. Malheureusement, l'innovation incrémentale étouffe très souvent l'innovation de rupture, ce qui m'amène à dire qu'en matière de digital, souvent, le bien est l'ennemi du mieux. Il faut reconnaître néanmoins que la transformation accélérée, qu'est cette transformation digitale, est un exercice très difficile. Il faut conjuguer à la fois vision, audace, qualité d'exécution et vitesse. C'est beaucoup. C'est pourquoi le leadership digital doit être renforcé au plus haut niveau de l'organisation. Alors je rappelle que vous proposez un modèle, une feuille de route pour cette transformation digitale dans votre ouvrage et que le leadership en est une composante importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce leadership ? Oui, j'entends par leadership la capacité à construire une vision, à mettre en place une gouvernance et à donner le tempo. Prenons le cas du développement d'une plateforme d'entreprise. À titre d'exemple, Schneider ou Accor se sont engagés dans cette voie avec beaucoup d'ambition. La plateforme constitue aujourd'hui une forme de panacée en matière digitale. Elle réclame une approche très volontariste et très judicieuse. Elle met en œuvre à la fois des effets réseau et un écosystème de partenaires nécessitant un schéma de redistribution de la valeur qui réclame une impulsion de niveau COMEX. Autre sujet d'une grande actualité, la gouvernance des données, et donc de leur propriété et de leur partage. Il ne peut être tranché qu'au plus haut niveau. Il y a des enjeux de pouvoir à cerner, comme souvent, et des points sur lesquels la responsabilité de l'entreprise peut être engagée. Et il en va de même pour la transformation des modes de collaboration internes, notamment entre les métiers et ce qu'on appelle la technostructure. On peut dire aujourd'hui que l'impulsion est insuffisante ? Moi, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que l'impulsion est globalement donnée. Mais pour quelle stratégie et quel niveau d'ambition ? Nous savons que ce qu'on appelle la dette technologique peut freiner l'évolution des architectures informatiques. Et bien, de la même façon, il existe bel et bien une dette stratégique et une dette organisationnelle. Pour envisager de solder cette dette et éventuellement détruire son propre business, comme le recommandait Jack Welch, ancien PDG de General Electric, il faut un leadership fort associé à une vision ambitieuse. Cette vision est forcément multidimensionnelle. Elle touche aux clients, aux collaborateurs, à la technologie, à la data, et j'en passe. Elle est donc forcément élaborée en équipe. Or, il n'y a pas d'équipe sans leadership et il n'y a pas de leadership sans vision. Est-ce que la vague des partenariats des grands groupes avec les startups ne constitue pas une solution, on va dire, de facilité devant la difficulté du changement ? Alors, je vous trouve un peu sévère. Néanmoins, il est vrai que beaucoup de groupes invitent des startups à pitcher, comme on dit. La culture et la posture des startups sont très riches d'enseignements, notamment en ce qui concerne les modes de décision, la logique d'expérimentation et surtout l'approche disruptive des modèles d'affaires. Cette collaboration est une nécessité. Il est vrai qu'elle peut être un moyen de faire éclore des projets disruptifs en dehors de l'organisation. Mais dans tous les cas, elle doit servir des besoins bien identifiés. Apprendre, gagner du temps, développer de l'agilité, et tout cela dans le respect du biorhythme de la start-up. Il ne faut pas briser l'élan. Alors vous mettez beaucoup l'accent sur la coopération. Est-ce que vous auriez un exemple en particulier ? Alors paradoxalement, une coopération avortée. Parce que je la trouve très inspirée et que ce genre d'initiative va se renouveler. VoyageSNCF.com, que tout le monde connaît, souhaitait un partenariat avec Airbnb, non moins connu, dont l'objectif était de permettre aux voyageurs de mettre en location leur logement pendant leur absence pour financer leur voyage. Alors la contre-attaque des syndicats hôteliers a empêché ce projet, mais on peut dire que la dynamique est lancée.
Aujourd'hui, la SNCF planche sur plusieurs projets qui visent à augmenter le pouvoir d'achat voyage de ses clients avec la création du voyage qui rapporte de l'argent. Il s'agit de monétiser les biens utilisés durant l'absence. Plusieurs alliances sont en cours d'examen et elles devraient concerner environ 10% de la clientèle à l'horizon 2019, c'est-à-dire demain. Oui, effectivement, ça va arriver très vite. Eh bien, Gilani Gelalil, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.